Êtes-vous absolument certaine de votre choix? L'employé de la mairie posa cette question une ultime fois, sa voix résonnant avec une solennité presque lugubre dans la vaste pièce aux murs recouverts de boiseries fatiguées. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle serrait le stylo administratif avec une force si désespérée que les jointures de ses doigts étaient devenues complètement blanches, presque translucides sous l'éclairage artificiel. La lumière fluorescente accrochée au plafond émettait un grésillement constant et désagréable, semblable au râle d'agonie d'un insecte pris au piège. L'immense salle d'apparat exhalait une odeur poussiéreuse de vieux papiers, d'archives oubliées et de jugements silencieux qui semblaient s'abattre sur ses épaules frêles. Puis, dans un souffle imperceptible, elle apposa sa signature, scellant son destin. Chloé Moreau, l'unique héritière du prestigieux groupe Moreau, la fille légitime de l'une des fortunes les plus anciennes, les plus respectées et les plus colossales de toute la région. Venait tout juste de s'unir par les liens sacrés du mariage à un homme dont les bottes de travail étaient irrémédiablement usées par le labeur et dont la veste portait les stigmates indélébiles de taches d'huile de moteur. Elle pouvait distinctement entendre les rires étouffés, les murmures malveillants et les chuchotements moqueurs qui rampaient derrière elle, pareils à des serpents venimeux. Elle ressentait physiquement le poids écrasant de chaque regard posé sur elle dans ce bureau gouvernemental grisâtre, chaque œillade la perçant à l'arrière de la nuque avec la précision cruelle d'une punaise enfoncée dans la chair. Elle a complètement perdu la tête, disaient ses regards. La pauvre petite fille riche. De quoi l'ont-ils menacée pour qu'elle accepte une telle déchéance? Mais soudain, au moment précis où l'inconnu qui se tenait à ses côtés tendit une main calme pour récupérer le stylo, une cacophonie invraisemblable éclata. Absolument tous les téléphones portables présents dans la grande pièce se mirent à vibrer de concert, créant un bourdonnement sourd et paniqué qui fit trembler l'atmosphère lourde. Une onde de choc frénétique parcourut la petite assemblée mondaine. Les invités prestigieux plongèrent précipitamment les mains dans les poches de leurs costumes sur mesure et de leurs robes de créateurs. Ils baissèrent les yeux vers les écrans lumineux, et instantanément, la physionomie de la pièce entière bascula. L'arrogance et la moquerie laissèrent brutalement place à une confusion totale, à une incrédulité béante, puis à une alarme stridente. Les marchés financiers mondiaux venaient de subir une secousse sismique d'une ampleur inédite. Un événement d'une magnitude astronomique venait de se produire dans les hautes sphères de la finance internationale. Un nom qui avait été méticuleusement dissimulé dans l'ombre pendant une très longue période, un nom profondément enfoui sous une montagne de sociétés écrans opaques et dont les titres de gloire avaient été délibérément effacés de la mémoire collective. Venait brusquement de ressurgir à la surface avec la force dévastatrice d'un raz-de-marée. Chloé Moreau, quant à elle, ne baissa pas les yeux vers l'écran de son propre téléphone. Son regard resta irrésistiblement captivé par l'homme qui se tenait à sa droite. Elle observa la ligne incroyablement paisible de sa mâchoire, la fermeté absolue et imperturbable de sa main alors qu'il traçait les lettres de son identité. Il signa son nom, Nicolas Dubois, sans l'ombre d'une hésitation, sans la moindre théâtralité, sans même qu'un imperceptible tressaillement ne vienne troubler la sérénité minérale de son expression. Puis, avec une délicatesse et une lenteur parfaitement calculées, il replaça le capuchon sur le stylo et le posa sur le lourd bureau en bois massif dans un silence absolu, une quiétude qui tranchait radicalement avec l'effervescence paniquée qui s'emparait de la pièce. Chloé ne le savait pas encore, elle n'en avait pas la moindre idée, mais cet homme énigmatique qu'elle venait tout juste d'être forcée d'épouser sous la contrainte familiale était l'unique et absolue raison pour laquelle tous les appareils technologiques de la pièce hurlaient leur stupeur. Le groupe Moreau avait toujours été, pour Chloé, à la fois son héritage royal et sa prison dorée, deux réalités entrelacées dans une proportion rigoureusement identique. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait grandi en assimilant deux vérités fondamentales, deux dogmes inébranlables sculptés dans le marbre de son éducation. La première de ces vérités était que le nom prestigieux de sa famille transportait un poids d'une lourdeur colossale dans l'architecture sociale et économique de la métropole. La seconde vérité, bien plus sombre, était que le prix exigé pour avoir le privilège et le fardeau de porter ce nom illustre était une obéissance totale, absolue et aveugle. Son père, Jean Moreau, n'était pas un homme que l'on pouvait qualifier de cruel à la manière dont les monstres de contes de fées le sont, animés par la soif de sang ou la méchanceté pure. Non, la cruauté de Jean Moreau était d'une toute autre nature. Il était cruel à la manière froide et calculatrice d'un maître architecte. Il était précis, structurel, chirurgicalement logique, intimement persuadé, au plus profond de son âme austère, que chaque mur de forteresse qu'il érigeait, chaque barrière qu'il imposait, était construit dans l'unique but de protéger ceux qui l'enfermaient. Le souvenir du jour exact où tout avait basculé restait gravé dans la mémoire de Chloé avec une netteté cauchemardesque. C'était lors d'une fin de journée morne et pluvieuse, sous un ciel lourd de menaces,
qu'il l'avait convoquée dans le sanctuaire interdit de la bibliothèque familiale. Depuis son retour définitif de Londres, Chloé s'était installée dans l'appartement cossu de l'aile de la gigantesque propriété familiale. À Londres, elle avait passé une partie significative de sa jeunesse à bâtir, avec acharnement et passion, une carrière modeste mais authentiquement brillante en tant qu'analyste financière indépendante. Elle avait été douée dans ce domaine, exceptionnellement douée même. Son esprit analytique tranchait les complexités des bilans comptables avec une précision redoutable. Mais Jean Moreau l'avait sommé de revenir au bercail familial récemment, en utilisant une unique phrase d'injonction, lapidaire et sans appel, qui ne tolérait aucune réplique: « L'entreprise a impérativement besoin de ta présence ici. » Et Chloé, qui, malgré ses tentatives d'indépendance, n'était jamais parvenue à s'arracher entièrement à l'attraction gravitationnelle étouffante de cette immense bâtisse et de son patriarche, avait obéi. Elle était rentrée. La majestueuse bibliothèque familiale exhalait son odeur caractéristique, un parfum enivrant et intimidant d'anciennes reliures en cuir de Cordoue et de cire d'abeille au citron utilisées pour lustrer les boiseries précieuses. Son père, majestueux et terrifiant, trônait derrière son monumental bureau de direction en acajou. Sa belle-mère, Marie Moreau, se tenait droite comme un piquet près de l'immense bail vitré, les bras sévèrement croisés sur sa poitrine, le regard obstinément perdu dans la contemplation des jardins à la française méticuleusement taillés, adoptant une posture qui hurlait son détachement. Comme si l'ignoble drame qui allait se jouer ne requérait en rien sa noble attention. L'oncle de Chloé, le frère cadet de son père, Philippe Moreau, était affalé dans un luxueux fauteuil club en cuir capitonné dans le coin le plus sombre de la pièce. Il faisait tourner un liquide ambré dans son verre en cristal avec une lenteur hypnotique, l'air absent et vaincu. « Assieds-toi, Chloé » avait ordonné son père d'une voix qui ne souffrait aucune désobéissance. Elle s'était assise, le cœur battant à tout rompre. Il lui avait alors craché la vérité au visage, sans le moindre préambule adoucissant, ce qui, dans l'esprit tordu de Jean Moreau, constituait la forme la plus pure de la miséricorde. Le fier et invincible groupe Moreau n'était pas simplement en train de traverser une zone de turbulence financière. Il n'était pas en difficulté passagère. Il était en train de s'effondrer intégralement, englouti dans un gouffre abyssal de dettes et de mauvaises décisions. Une succession catastrophique de tentatives d'investissement calamiteuses, une acquisition à effet de levier d'une arrogance folle qui avait viré au désastre absolu, et, pour couronner le tout, le retrait silencieux, foudroyant et totalement dévastateur de leur partenaire institutionnel majeur et historique, avait laissé le conglomérat familial dangereusement exposé, nu face à ses créanciers. Dans une situation d'une gravité telle que des décennies entières de réputation immaculée ne pouvaient absolument plus colmater les brèches béantes du navire en train de sombrer. Très prochainement, à moins qu'un véritable miracle ne se produise pour modifier radicalement l'équation, le gigantesque empire des Moreau serait contraint de déclarer une faillite structurée et humiliante. Chloé avait écouté cette litanie de désastres dans un silence de mort. Elle avait eu la sensation physique, vertigineuse, que le magnifique parquet en point de Hongrie se dérobait lentement sous la semelle de ses chaussures. Il existe une unique solution, avait alors lâché son père, le regard froid et perçant. Chloé ne s'était absolument pas préparée à la monstruosité de ce qui allait suivre. Il y avait un homme. Un créancier obscur, agissant indirectement, dissimulé derrière une chaîne infiniment complexe de sociétés de portefeuilles fantômes, qui avait, de manière inespérée, accepté de jeter une corde de sauvetage vitale et d'étendre une ligne de crédit salvatrice au groupe Moreau. Mais, et c'était là que la réalité se fracturait, cet homme providentiel ne proposait pas cette aide providentielle en échange d'une prise de participation en action, ni en échange de conditions de remboursement assorties d'intérêts exorbitants. Il exigeait quelque chose d'une nature fondamentalement différente. Il exigeait un mariage. Chloé l'avait dévisagé, le souffle coupé, les yeux écarquillés par l'horreur de la proposition. Son nom est Nicolas Dubois, avait poursuivi Jean Moreau, imperturbable. C'est. Je sais parfaitement ce qu'est un mariage de convenance, l'avait interrompu Chloé, sa voix soudainement vidée de tout relief, plate et morte. Ce que je vous demande de m'expliquer, c'est pourquoi, par quel miracle de folie, vous vous imaginez un seul instant que j'accepterais de me soumettre à une telle abomination. C'est alors que Philippe Moreau avait pris la parole depuis les profondeurs de son fauteuil club, sans même daigner relever les yeux de la surface ondulante de son breuvage alcoolisé. Parce que l'alternative à cette proposition, ma chère nièce, c'est que l'intégralité de notre univers disparaît en fumée. L'immense entreprise de ton grand-père, ce splendide appartement dans lequel tu vis, les fondations caritatives, le personnel de maison dévouée, notre statut social.
Absolument tout ce qui fait de nous des Moreau sera pulvérisé. Marie Moreau s'était alors détournée de sa contemplation des jardins. Son visage était un masque de glace élégant. Nous ne te demandons absolument pas de développer des sentiments amoureux pour lui, Chloé. Nous te demandons de faire preuve d'un sens pratique aigu. C'est un devoir familial. Qui est cet homme, avait-elle exigé de savoir. L'hésitation infime de son père, son silence suspendu, fut presque imperceptible, mais il en disait long. C'est un père célibataire. Un homme originaire de la région. Il élève une petite fille. Il mène une existence extrêmement simple. Vous voulez dire qu'il est pauvre, avait tranché Chloé, son esprit analytique disséquant la situation. Disons plutôt qu'il est d'une extraction modeste, avait corrigé Jean Moreau avec une prudence étudiée. Il est pauvre, avait-elle martelé, refusant de se laisser duper par les euphémismes. C'est très exactement ce que vous êtes en train de me dire. Vous osez me demander d'épouser un parfait inconnu dépourvu du moindre capital financier dans le seul et unique but de sauver une multinationale qui, ironiquement, est elle-même totalement dépourvue de capital financier. L'arrangement a d'ores et déjà été conclu, avait conclu son père, d'un ton définitif qui scellait le couvercle de son cercueil. L'ensemble des documents légaux est minutieusement préparé. Elle avait balayé du regard les trois figures d'autorité qui se tenaient devant elle. Elle avait observé le flegme étudié et pathétique de son père, la vacuité soigneusement cultivée et protectrice du visage de Marie, et la lueur de l'alcool dansant dans le verre de Philippe. Le prix à payer pour conserver ce château de cartes, avait-elle articulé avec une lenteur délibérée, mesurant la portée de chaque syllabe, c'est ma propre personne? Dans le lourd silence de la bibliothèque, personne n'avait osé la contredire. Le modeste bureau de la mairie où se déroula la cérémonie civile était exigu, dépourvu de la moindre résonance majestueuse, et empestait le vieux papier d'archives mal aéré. Nicolas Dubois se trouvait déjà sur les lieux lorsque Chloé franchit le seuil, accompagné de sa tante qui tenait lieu d'unique témoin. Il était physiquement beaucoup plus grand et imposant qu'elle ne l'avait fantasmé dans ses cauchemars. Il possédait une carrure athlétique mais sèche, une chevelure sombre et rebelle qui réclamait visiblement l'attention d'un coiffeur depuis un bon moment, et une mâchoire anguleuse soulignée par l'ombre rugueuse d'une barbe mal rasée. Sa veste, bien que scrupuleusement propre, trahissait un âge avancé et une usure évidente. Les talons de ses bottines étaient rongés par l'asphalte et le travail manuel. Il laissait pendre ses mains le long de ses flancs avec une décontraction troublante. Lorsqu'elle fit son entrée solennelle, il posa son regard sur elle. Ce n'était pas un regard chargé de fin carnassière. Ce n'était pas non plus le regard triomphant d'un conquérant. Ce n'était même pas l'expression empreinte d'un espoir prudent et servile d'un homme de la base conscient de s'élever bien au-dessus de sa condition sociale par ce mariage. Non, il la regardait avec une espèce de constance inébranlable et attentive, le regard profond et mystérieux d'un individu qui avait méticuleusement planifié le déroulement exact de cette journée et qui, au plus profond de son âme, avait trouvé une paix souveraine face à l'inéluctable. Elle s'était murée dans le silence le plus absolu et n'avait échangé aucune parole avec lui avant le début de la brève cérémonie. Elle avait fait en sorte d'éviter soigneusement de croiser son regard. La question rhétorique, le stylo froid, la signature frénétique, les rires perfides dans son dos. Elle n'avait pas eu la force ni le courage de se retourner pour affronter la salle. Et brusquement, c'était terminé. Le pacte faustien était scellé. Nicolas Dubois résidait à une courte distance en véhicule de l'hypercentre effervescent et luxueux de la métropole. Son domicile se situait dans un quartier périphérique qui, par le passé, avait arboré une identité résolument populaire et ouvrière, et qui se trouvait désormais englué dans cette phase transitoire, confuse et ambiguë. Caractéristique d'une gentrification naissante orchestrée par d'autres acteurs sociaux. Les habitations y étaient de taille modeste, blotties les unes contre les autres, tandis que la végétation était dominée par des arbres anciens, massifs et protecteurs. La rue baignait dans une tranquillité particulière, ce silence organique et rassurant propre aux endroits géographiques où des êtres humains véritables vivent des existences authentiques, au lieu de se contenter de jouer un rôle dans une grande représentation sociale. Sa demeure était une maison de campagne ancienne, une construction d'un autre temps, dotée d'une pittoresque porte d'entrée peinte dans une teinte verte légèrement délavée par le soleil et les intempéries. L'auvent de la petite terrasse affaissait très légèrement son flanc gauche, témoignant du poids des ans. Le petit jardin en façade n'avait rien d'un chef-d'œuvre de paysagiste, il poussait avec une liberté sauvage et charmante. Une modeste bicyclette d'enfant reposait nonchalamment contre les lattes de la clôture latérale. Sous le débord du toit de la terrasse, des carillons éoliens,
fabriqués à la main à partir de morceaux de bois flottés polis par l'océan et de fragments de verre dépolis par le ressac, teintés doucement au gré de la brise. Chloé s'immobilisa devant le portail en fer forgé. Elle traînait derrière elle une unique valise à roulettes de taille moyenne, qu'elle avait remplie de vêtements avec l'état d'esprit d'une voyageuse préparant un court séjour, car son esprit refusait obstinément d'envisager la permanence cauchemardesque de cette situation. Elle fixa la façade de la maison de campagne pendant un long moment suspendu, absorbant la réalité brute de sa nouvelle prison. Nicolas tourna la clé dans la serrure rouillée de la porte verte et la maintint grande ouverte pour l'inviter à franchir le seuil. Elle pénétra dans les lieux avec la raideur d'une condamnée. L'espace intérieur était réduit, intime, et totalement dénué de la moindre prétention bourgeoise. Le plafond semblait bas en comparaison des voûtes vertigineuses de son ancienne vie. Sous ses pieds, le parquet en bois massif d'origine s'étalait, poli par des décennies de passage, dévoilant une patine chaleureuse couleur miel qui accrochait la lumière naturelle. Depuis le petit hall d'entrée, on pouvait directement apercevoir la cuisine. C'était une pièce aux murs peints dans un jaune joyeux et réconfortant. Une imposante batterie de casseroles en cuivre étincelant était suspendue à une crémaillère en fer forgé au-dessus de l'îlot central. Une coupe débordant de fruits frais trônait sur le plan de travail immaculé, et le détail le plus frappant était sans doute un dessin d'enfant maladroit, fixé fermement sur la surface blanche du réfrigérateur au moyen d'un aimant en plastique moulé en forme de homard rougeoyant. L'endroit brillait d'une propreté méticuleuse. Ce fut la toute première observation que le cerveau analytique de Chloé enregistra, et elle détesta viscéralement le fait de se surprendre à ressentir de l'étonnement face à cette propreté. La seconde observation qu'elle fit fut la présence de l'enfant. La petite fille émergea timidement du couloir sombre. C'était une enfant menue, qui semblait bien plus petite que la moyenne des fillettes de son âge. Elle arborait la même chevelure sombre et indomptable que son géniteur, et son petit visage s'illuminait d'une expression de curiosité absolue, une curiosité totalement désarmée, exempte de la moindre méfiance ou du moindre jugement. Elle était vêtue d'un simple t-shirt en coton sur lequel était imprimé un diagramme complexe et coloré représentant le système solaire. Contre sa petite poitrine, elle serrait fermement un lourd ouvrage illustré traitant de la faune mystérieuse des grandes profondeurs océaniques. L'enfant fixa Chloé avec de grands yeux ronds. Chloé lui rendit son regard, figé. « Salut », lança finalement la petite fille avec une voix cristalline. « Est-ce que tu vas habiter ici maintenant ?» Lily, intervint la voix de Nicolas. Le ton de son père était d'une douceur infinie, posé, mais dénué de toute sévérité réprobatrice. « Oui », répondit Chloé, la gorge sèche, s'efforçant de trouver un ton neutre. « Pour l'instant. » Lily assimila cette information capitale avec l'intense et touchante gravité d'une archiviste classant précieusement une donnée cruciale dans les tiroirs de son esprit. Puis, après une brève délibération interne, elle proposa « Est-ce que tu as envie de venir voir ma chambre ?» Peut-être un peu plus tard, esquiva Chloé, mal à l'aise. « D'accord. » Lily leva alors les yeux vers son père, son visage s'éclairant d'un sourire candide. « Papa, elle est très jolie. »« Je le sais bien, » répondit doucement Nicolas. Incapable de supporter la charge émotionnelle de cet échange, Chloé détourna brusquement le regard. Au fil des jours qui succédèrent à cette arrivée surréaliste, Chloé s'employa à cartographier la géographie intime de la modeste bâtisse et à étudier avec une minutie scientifique les rythmes quotidiens de ses occupants. Elle agissait avec la précision paranoïaque d'un agent de renseignement infiltré chargé de cataloguer les moindres détails d'un territoire hostile. Au lever du jour, bien avant que le soleil ne daigne illuminer la rue, Nicolas quittait silencieusement son lit. Elle percevait les bruits étouffés de sa présence, non pas de manière distincte, mais comme une ombre sonore se déplaçant avec une grâce furtive dans les brumes de l'aube. Lorsqu'elle finissait par émerger de sa chambre plus tard dans la matinée, une cafetière fumante l'attendait invariablement sur le comptoir, le breuvage noir distillant un arôme réconfortant. À côté, un repas matinal était systématiquement préparé, des œufs brouillés avec soin, des tranches de pain parfaitement dorées, ou une salade de fruits fraîchement coupés, selon les provisions disponibles dans les placards. Jamais il ne claironnait la préparation de ce repas. Il se contentait de déposer ses offrandes culinaires dans un silence monacal. Elle dévorait ses petits déjeuners parce que l'angoisse creusait en elle une faim de loup. Il gagnait sa vie en tant que mécanicien automobile. Il exerçait son art dans un petit garage indépendant situé à une courte distance de marche de leur domicile. C'était le genre d'établissement rustique arborant une enseigne peinte à la main dont les couleurs s'écaillaient, doté d'un parking dont le bitume exhalait en permanence une odeur entêtante et âcre d'huile de moteur et de cambouis. Il franchissait la porte d'entrée très tôt le matin.
Il réapparaissait sur le perron à la fin de sa journée de travail. Certains jours, il modifiait son itinéraire pour récupérer sa fille Lily à la sortie des classes afin de l'accompagner à son cours de natation. D'autres jours, elle finit par le déduire, il s'investissait bénévolement dans les activités de l'établissement scolaire, animant très probablement un club d'éveil scientifique. L'aspect le plus déroutant de cette cohabitation forcée était que Nicolas Dubois ne lui réclamait absolument rien. Il n'essayait à aucun moment d'imposer son propre emploi du temps au sien. Il ne ressentait nullement le besoin de se justifier ou d'expliquer ses allées et venues. Chloé réalisait, avec un frisson d'inconfort, que cette absence totale d'exigence et cette paisible indifférence la déstabilisaient infiniment plus que n'aurait pu le faire une hostilité franche et agressive. Un soir, après une rude journée de tentatives de réseautage, elle franchit le seuil de la maison pour découvrir ses chaussures à talons posées près de l'entrée. Il s'agissait d'une paire d'escarpins en cuir italien d'une valeur inestimable, qu'elle avait portée lors d'une réunion frustrante. L'escarpin gauche avait été violemment éraflé contre la rugosité impitoyable d'une bordure de trottoir, abîmant cruellement le cuir précieux. Mais là, sous ses yeux incrédules, l'éraflure avait miraculeusement disparu. La blessure du cuir était devenue totalement invisible, la matière noble ayant été rebouchée, polie, lustrée et choyée avec une expertise d'artisan. Elle saisit la chaussure avec des mains tremblantes et inspecta le miracle. Le soir même, lors du dîner partagé autour de la table de la cuisine jaune, elle s'abstint scrupuleusement de formuler la moindre remarque à ce sujet. Lui, plongé dans son mutisme coutumier, ne prononça pas non plus le moindre mot concernant cette réparation clandestine. L'espace sonore était entièrement monopolisé par Lily. La fillette dissertait avec une passion débordante sur un documentaire télévisé projeté en classe, traitant des mystérieuses cheminées hydrothermales cachées dans les abysses insondables de l'océan. Il y a des créatures incroyables qui vivent tout au fond et qui n'ont absolument pas besoin de la moindre lueur du soleil pour exister, s'exclamait-elle avec la conviction fervente et lumineuse d'un néophyte fraîchement converti à une nouvelle religion. Elles se nourrissent exclusivement des substances chimiques brûlantes qui jaillissent des fissures des rochers. Elles survivent dans ces profondeurs obscures depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, répéta Nicolas avec un sourire tendre et amusé. Peut-être bien. Les grands scientifiques supposent. Papa, est-ce que tu penses sincèrement qu'il pourrait exister, tout au fond de notre propre océan, des animaux gigantesques ou bizarres que l'humanité n'a encore jamais découverts? Probablement. Probablement que oui, ou probablement que peut-être. Probablement que oui. Lily semblait rassasiée par cette réponse paternelle. Elle fit alors pivoter son petit visage animé vers Chloé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Chloé fut prise au dépourvu. Elle laissa un bref silence s'installer. Je pense que la vaste majorité de l'espace océanique demeure un territoire vierge et inexploré. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces marines de façon régulière. Lily la fixa intensément. Est-ce que tu aimes l'océan? Je crains de ne pas le connaître suffisamment pour me prononcer. Nous pourrions y faire une excursion un de ces jours, proposa Lily avec cette innocence magnifique et magistrale propre aux enfants qui n'ont pas encore intégré le fait que certaines relations humaines sont d'une complexité insurmontable. Papa m'emmène explorer la côte de temps en temps. Il y a une plage avec des bassins de marée extraordinaires là-bas. Chloé baissa les yeux vers son assiette. Peut-être, finit-elle par murmurer. Ce fut la toute première occurrence depuis son arrivée où elle ne formula pas un refus catégorique. Par nature et par formation, Chloé Moreau n'était absolument pas une femme capable d'ignorer les incongruités. C'était très exactement ce trait de caractère spécifique qui avait fait d'elle une analyste financière d'une redoutable efficacité, cette aptitude presque surnaturelle à scruter un bilan comptable long et complexe et à ressentir, de manière viscérale et préverbale, au creux de son estomac, qu'une anomalie se dissimulait dans les lignes, bien avant même que son intellect ne parvienne à isoler avec précision le chiffre disproportionné. La présomption faussée ou la structure d'investissement qui paraissait solide sous un certain éclairage mais révélait ses dangereuses fissures sous un autre. Elle commença à éprouver cette sensation familière de dissonance cognitive en observant le comportement de Nicolas Dubois après quelque temps passé sous son toit. Cela commença par un détail infime. Chloé participait à une importante conférence vidéo avec un lointain confrère. Les relations professionnelles qu'elle avait tissées avec tant de soin à Londres n'avaient malheureusement pas survécu au naufrage de son rapatriement forcé. Et elle luttait désormais avec l'énergie du désespoir pour tenter d'ériger une fragile pratique de consultante en s'appuyant sur les restes fantomatiques du carnet d'adresses de la famille Moreau.
La discussion virtuelle en cours portait sur les méandres épineux de la restructuration d'une gigantesque société d'investissement immobilier, SI. Elle débattait âprement, disséquant les avantages et les risques inhérents à une délicate position d'équité liée à l'endettement. Absorbée par son joute verbal, elle n'avait pas remarqué la présence silencieuse de Nicolas dans la cuisine jaune jusqu'à ce qu'elle mette fin à la communication. En pénétrant dans la pièce pour se servir une nouvelle tasse de café brûlant, elle le découvrit debout devant l'évier, en train de frotter la vaisselle sale avec une éponge, apparemment totalement plongé dans ses pensées et indifférent à la haute finance. « Pardonnez-moi » s'excusa-t-elle machinalement. « Ai-je parlé trop fort ?» « Non. » Elle commença à verser le liquide fumant dans sa tasse. « La structure de permutation des actifs qu'il vous suggère d'adopter, déclara-t-il soudainement d'une voix calme, sans même daigner tourner la tête vers elle, le regard toujours fixé sur la mousse de liquide vaisselle, ne peut fonctionner de manière optimale que si, et seulement si, les hypothèses sous-jacentes concernant les rendements financiers se maintiennent fermement. Dans le cas contraire, si jamais leurs savantes projections concernant le taux de capitalisation venaient à dévier de leur trajectoire initiale, l'intégralité du montage financier s'inverserait brutalement pour se transformer en un piège mortel. Chloé se figea. Lentement, elle fit pivoter son corps pour le dévisager avec effarement. Il rinçait tranquillement un verre transparent sous le jet d'eau claire. Il ne levait pas les yeux. C'est. Elle laissa sa phrase en suspens, cherchant ses mots. C'est une observation financière d'une précision chirurgicale et extrêmement spécifique. Vous parliez avec un volume sonore suffisant pour que je puisse entendre, rétorqua-t-il simplement. Dans quel contexte avez-vous acquis des connaissances aussi pointues sur les mécanismes complexes des taux de capitalisation, exigea-t-elle de savoir. Il posa délicatement le verre propre sur la grille de l'égouttoir. J'ai dû lire un article à ce sujet quelque part dans une revue. Elle l'observa intensément pendant un long moment suspendu, son esprit tournant à plein régime. Il essuya méthodiquement ses grandes mains calleuses sur un torchon en tissu à carreaux et s'éclipsa de la cuisine sans ajouter un mot. Elle resta pétrifiée sur place, tenant sa tasse de café dont la chaleur se dissipait lentement dans l'air ambiant. Plus tard, une nouvelle pièce du puzzle fit son apparition lors d'une simple conversation téléphonique. Chloé revenait du jardin luxuriant. Elle avait récemment pris la douce habitude de mener ses négociations matinales à l'extérieur, assise sur le bois usé de la petite terrasse, car la clarté du soleil levant l'apaisait et la fraîcheur de la brise stimulait sa concentration intellectuelle. En franchissant la porte d'entrée, elle surprit Nicolas dans la pénombre du couloir, son téléphone portable collé à l'oreille. Il s'exprimait d'une voix grave, impérieuse et dépourvue de toute précipitation. Elle parvint à intercepter des bribes de phrases glaçantes. La position stratégique sur le marché de Singapour. Je vous ai donné l'ordre formel de la conserver. Vous ne touchez à rien tant que je n'en ai pas donné l'instruction explicite. Concernant l'acquisition des actifs logistiques. Non. Vous abandonnez immédiatement cette opération. Éloignez-vous. Le poids réel des passifs toxiques n'a absolument pas été correctement intégré dans l'évaluation de leur prix de vente. Faites-leur savoir que je ne suis pas disponible pour discuter. Je refuse d'être disponible. Ils connaissent parfaitement les raisons de mon refus. Il interrompit brutalement la communication au moment exact où elle apparaissait dans l'encadrement de la porte. Il la dévisagea, son visage refermé comme un coffre-fort. Des affaires liées au travail, s'enquit-elle, tentant de sonder son regard. Ouais, marmonna-t-il laconiquement. Il se détourna, enfila sa salopette de mécanicien imprégné de graisse, monta à bord de son véhicule utilitaire vieillissant et partit rejoindre son atelier de réparation. En milieu d'après-midi, rongé par le doute, Chloé ouvrit son ordinateur portable et lança une recherche frénétique dans les colonnes des journaux financiers en ligne, traquant la moindre information concernant l'acquisition dont elle avait entendu le nom. Une entreprise de logistique de taille intermédiaire qui faisait l'objet d'une guerre d'enchères acharnée et sanglante depuis de nombreuses semaines. En fin de journée, les dépêches tombaient, le conglomérat favori pour remporter l'enchère venait de se retirer avec fracas. Le lendemain matin, l'opération entière était déclarée officiellement caduque, un naufrage financier retentissant. Elle demeura assise, parfaitement immobile, dans l'espace exigu qui lui servait de bureau improvisé, et laissa son esprit divaguer. Elle tentait de réconcilier l'image d'un simple garagiste en bleu de travail, chuchotant des ordres de destruction dans un couloir sombre, intimant à un interlocuteur invisible de se détourner d'une acquisition monumentale qui, miraculeusement, s'effondrait misérablement dans les heures suivantes. Elle ressassait son commentaire expert sur les taux de capitalisation de la SI.
Elle songeait à la perfection avec laquelle le cuir de ses souliers de luxe avait été ravivé. Elle analysait la chaleureuse cuisine jaune, le stupide aimant en forme de homard, et la mélodie mélancolique des carillons en bois flottés. Des éléments disparates qui refusent obstinément de s'emboîter, songea-t-elle avec une lucidité glaciale. Elle prit la décision de ne pas exiger d'explications immédiates. Le moment venu, elle le ferait. Mais à partir de cet instant précis, elle se mit à observer cet homme avec un tout autre niveau d'attention. L'offensive destructrice contre sa famille, lorsqu'elle fut finalement déclenchée, s'avéra d'une précision chirurgicale et d'une brutalité inouïe. Chloé en fut informée un matin sombre. Une campagne de déstabilisation massive et merveilleusement bien coordonnée, orchestrée dans l'ombre par un puissant syndicat concurrent dirigé d'une main de fer par un prédateur impitoyable nommé Étienne Lefebvre. Ce requin de la finance rôdait en cercle concentrique autour du cadavre fumant des finances du groupe Moreau depuis fort longtemps. Son attaque surprise avait provoqué la fuite soudaine et paniquée des 3 ultimes créanciers institutionnels qui soutenaient encore l'entreprise à bout de bras. Au milieu de la journée, l'intégralité des facilités de crédit indispensables à la survie du conglomérat familial fut unilatéralement suspendue. Dans l'après-midi, son père la contacta. La voix qui résonna dans le haut-parleur de son téléphone était une voix qu'elle ne lui connaissait pas. Une voix fragile, éraillée, totalement dépouillée de son arrogance et de sa morgue habituelle. « La partie est terminée », murmura Jean Moreau. Elle ne trouva pas la force de lui hurler de se taire. Au fond d'elle-même, elle avait la terrible certitude qu'il dressait un constat lucide. Elle consacra le reste de sa journée à multiplier les appels téléphoniques désespérés qui se heurtaient à des murs de silence, à rédiger des courriers électroniques enflammés qui restèrent lettres mortes. Et à mener une série de conversations cauchemardesques avec des bataillons d'avocats spécialisés qui utilisaient un jargon juridique alambiqué pour lui signifier, en substance, il n'existe absolument aucune échappatoire légale ou financière à partir de ce point de rupture. Le soir venu, elle avait complètement renoncé à élaborer la moindre stratégie de sauvetage. Elle était assise, anéantie, dans le minuscule salon de la maison de campagne. Nicolas avait pris du retard en récupérant Lily à la sortie de la piscine municipale. Elle se trouvait seule dans la demeure silencieuse et s'autorisa, pour la toute première fois depuis le début de sa vie d'adulte, à ressentir une peur primale, viscérale et paralysante. Le groupe Moreau était incontestablement une machine broyeuse, bâtie sur des échecs cuisants, des cruautés calculées et une architecture étouffante de contrôle absolu. Mais il constituait également, dans un sens fondamental et existentiel, les fondations mêmes de la réalité entière. Si cette structure s'effondrait, son père, Jean Moreau, serait réduit à néant. L'univers mondain et superficiel si méticuleusement entretenu par Marie Moreau se dissoudrait dans le néant social. Les vastes programmes de bienfaisance portés par la Fondation Moreau, des programmes qui, elle devait le confesser avec honnêteté, généraient un bien authentique et palpable sur le terrain, indépendamment des manipulations de relations publiques qui les motivaient, seraient brutalement anéantis. Des centaines de collaborateurs loyaux qui consacraient leur vie à l'entreprise se retrouveraient soudainement jetés à la rue. Elle enfouit son visage fatigué dans ses mains tremblantes. Le bruit familier de la clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée la fit sursauter. Elle leva brusquement la tête, tenta de recomposer frénétiquement un masque de normalité, ou du moins essaya de le faire. Elle était intimement persuadée que le contour de ses yeux trahissait les larmes refoulées. Nicolas s'avança en premier dans la pièce. Ses yeux sombres se posèrent instantanément sur le visage dévasté de son épouse. Il eut la délicatesse infinie de ne prononcer aucune parole sur le champ, un silence bienveillant pour lequel elle lui voua une gratitude immense. La petite Lily passa en coup de vent, courant à perdre haleine en direction de sa chambre, babillant à qui voulait l'entendre une longue histoire rocambolesque à propos d'une technique de battement de jambes papillon. L'espace confiné de la maisonnette fut brièvement inondé par le charmant vacarme d'une enfant revendiquant bruyamment son existence. « Sale journée », finit par murmurer Chloé. Ce n'était en rien une interrogation. « Désirez-vous que nous en discutions » s'enquit-il d'une voix douce. « Non. » Il hocha lentement la tête en signe de compréhension. Il se dirigea d'un pas lourd vers la cuisine jaune. Elle perçut le cliquetis familier de ses gestes alors qu'il s'affairait autour des ustensiles. Après un long moment suspendu, il réapparut dans le salon, tenant fermement 2 tasses fumantes de thé brûlant. Ce n'était pas du café, le breuvage qu'elle privilégiait pourtant habituellement. Mais, de façon presque mystique, l'arôme apaisant du thé s'imposait comme l'unique remède que cet instant de vulnérabilité réclamait. Il s'installa dans le vieux fauteuil qui faisait face au sien, et continua de garder un silence religieux. Ils demeurèrent ainsi,
pétrifiée dans cette bulle de mutisme partagé, pendant une longue durée, bercée uniquement par le murmure lointain de la voix de Lily qui, depuis son sanctuaire, se lançait dans une longue et passionnée tirade destinée à son public de peluche. Chloé parvint à ravaler ses larmes. L'envie de pleurer l'avait prise à la gorge, mais elle avait résisté de toutes ses forces. La structure entière va s'écrouler, articula-t-elle enfin, la voix brisée. Il enveloppa sa tasse en céramique de la chaleur de ses 2 grandes mains. Parfois, il est inévitable que les édifices s'écroulent. Mon héritage. L'empire colossal bâti à la sueur du front de mon grand-père. Est-ce réellement cet héritage que vous appeliez de vos vœux, demanda-t-il soudainement. Elle le fixa, interloquée. Pardon? Cette entreprise, est-ce véritablement le désir profond de votre âme, ou est-ce l'illusion de désir que l'on vous a conditionné à poursuivre depuis votre naissance? Elle fut incapable de formuler une réponse. À vrai dire, elle n'était même plus certaine de posséder la clé de cette énigme intérieure. Il n'insista pas pour obtenir une confession. La nuit qui suivit fut peuplée de cauchemars agités. Elle s'éveilla en pleine nuit, frissonnante dans la pénombre, trouvant la maison de campagne plongée dans des ténèbres épaisses et un silence de plomb. Éprouvant le besoin vital d'étancher sa soif, elle se dirigea à tâtons vers la cuisine. En jetant un regard distrait par la petite fenêtre au-dessus de l'évier, elle constata, le cœur serré, que le véhicule utilitaire de Nicolas s'était volatilisé de son stationnement habituel. Elle resta figée devant la vitre pendant de longues heures, perdue dans ses réflexions vertigineuses. Au lever du jour, la nouvelle fracassante explosa sur tous les écrans. Un mystérieux fonds d'investissement anonyme, manœuvrant dans l'opacité la plus totale par l'intermédiaire d'une entité de portefeuille opaque dont le siège social était confortablement enregistré au Luxembourg. Et qui ne présentait absolument aucun administrateur dont le nom serait connu du grand public, venait de s'engouffrer silencieusement, mais avec une puissance de frappe foudroyante, dans la brèche ouverte du groupe Moreau. Cette entité insaisissable avait racheté les parts des créanciers en fuite à un prix exorbitant défiant toute rationalité boursière, orchestré une restructuration magistrale de la dette abyssale restante. Et ouvert une ligne de crédit opérationnel gigantesque et illimitée en faveur du conglomérat mourant. Aucune clause restrictive ni aucune condition d'ingérence n'avait été révélée à la presse spécialisée. Le puissant groupe Moreau venait d'être sauvé de l'anéantissement. Absolument personne dans les cercles financiers ne possédait la moindre piste concernant l'identité du sauveur. Chloé resta pétrifiée à la table de la cuisine, sa tasse de café matinal refroidissant, ses yeux rivés sur les colonnes virtuelles du journal économique affiché sur l'écran lumineux de son ordinateur portable. Elle leva lentement les yeux pour fixer intensément la chaise vide située juste en face d'elle, cette chaise précise où Nicolas Dubois prenait invariablement son repas chaque matin. À cet instant précis, un frisson de terreur absolue et glaciale se mit à serpenter le long de sa colonne vertébrale. Le somptueux gala caritatif annuel organisé par la prestigieuse Fondation Moreau constituait l'archétype même de l'événement mondain obligatoire, une corvée scintillante à laquelle Chloé se soumettait avec une docilité résignée depuis son adolescence. Les festivités se déroulaient traditionnellement dans le grand salon d'un hôtel historique parisien, un palace mythique dont les fondations majestueuses semblaient dater d'une époque reculée, bien avant même la jeunesse de sa propre grand-mère. L'assemblée était exclusivement composée du gratin de la société. Ce genre spécifique d'individus vains et vaniteux qui calculaient scrupuleusement la valeur intrinsèque de l'âme humaine en fonction des dimensions de la table qui leur était assignée et du prestige de la griffe cousue sur la doublure de leur smoking. Elle avait lutté avec acharnement pour échapper à cette soirée mondaine. Elle avait méticuleusement forgé 3 excuses diplomatiques distinctes, mais son père s'était montré d'une intransigeance féroce. Son absence à cet événement spécifique serait instantanément décryptée par la meute des concurrents comme le symbole éclatant d'une faiblesse fatale, et le groupe Moreau, fraîchement réchappé du gouffre, n'avait absolument pas le luxe de s'offrir le moindre signe de vulnérabilité. Elle n'avait à aucun moment envisagé de convier Nicolas à l'accompagner. C'était lui qui avait formulé cette proposition incongrue. Elle avait posé son regard sur lui, scrutant la salopette de travail imprégnée de sueur qu'il venait tout juste d'ôter, détaillant avec un léger dégoût le croissant noirâtre et persistant de cambouis incrusté sous l'ongle de son pouce. Une tache tenace qui refusait obstinément de céder face au savon abrasif. Sans même prendre la peine de réfléchir, elle avait rétorqué, « Vous n'êtes nullement obligé de vous imposer ce calvaire. »« J'en ai parfaitement conscience, » avait-il répliqué d'une voix calme. « Désirez-vous que je sois à vos côtés ce soir-là » Elle avait alors fermé les yeux, imaginant mentalement la scène terrifiante où elle devrait franchir seule les lourdes portes capitonnées de cette immense salle de bal. Elle avait anticipé les questions insidieuses,
les regards en biais chargés de pitié condescendante. Oui, avait-elle finalement murmuré, la première surprise par sa propre audace. Il fit son apparition vêtu d'un costume sombre. Elle n'avait absolument aucune idée de la provenance de ce vêtement. La coupe de la veste était d'une perfection architecturale stupéfiante, un détail qui la sidéra, bien qu'elle s'efforçât vainement de rationaliser son étonnement. Il ne formula pas le moindre compliment concernant sa propre tenue, une somptueuse robe de soirée longue bleu nuit, dont la sélection douloureuse lui avait coûté une éternité d'hésitation devant son miroir. Il se contenta de fixer ses yeux sombres sur sa silhouette lorsqu'elle émergea de la chambre à coucher, et demanda simplement, « Prête pour le combat ?» Elle n'était absolument pas prête. L'immense hall de réception du grand hôtel parisien grouillait déjà de monde à leur arrivée. Chloé identifia immédiatement les visages familiers de ses tortionnaires sociaux, les membres influents du conseil d'administration, les anciens amis intimes de la dynastie Moreau, et les pires rivaux commerciaux dissimulés derrière les sourires carnassiers de prétendus confrères. Elle ressentit physiquement la morsure des regards convergents braqués sur elle, avant que ces mêmes yeux, animés par une curiosité mondaine aussi subtile qu'irrépressible, ne glissent vicieusement vers la silhouette de l'homme inconnu qui l'escortait. Le premier accroc se matérialisa au niveau du luxueux vestiaire. Un agent de sécurité, jeune, gonflé d'une importance ridicule et engoncé dans un smoking de location mal taillé, s'interposa avec arrogance sur la trajectoire de Nicolas. « Monsieur, puis-je exiger de vérifier votre carton d'invitation ?» Nicolas, imperturbable, esquissa le geste lent de fouiller la poche intérieure de sa veste. Chloé, qui le devançait d'un demi-pas, fit brusquement volte-face. « Cet homme est mon cavalier », trancha-t-elle d'un ton glacial. « Évidemment, mademoiselle Moreau. Je vous présente mes plus plates excuses. » Le sbire s'effaça pitoyablement, mais le temps d'une fraction de seconde, le dédain social avait eu le loisir de sculpter ses traits. Le deuxième affront eut lieu lors du cocktail d'ouverture. Un individu répondant au nom d'Antoine Fournier, l'archétype même du prédateur mondain incapable d'établir la moindre frontière morale entre l'art délicat du réseautage professionnel et la sauvagerie d'une partie de chasse à courre, les repéra depuis l'extrémité opposée de l'immense salle. Il fendit la foule avec l'aisance insolente d'un aristocrate qui n'avait jamais eu besoin d'une invitation formelle pour s'imposer où que ce soit. « Ma divine Chloé », roucoula-t-il en effleurant sa joue d'un baiser de pacotille. Ses yeux fouretteurs étaient déjà braqués, impitoyables, sur Nicolas. « Je te présente mon époux », déclara Chloé d'une voix blanche. Une ombre fugace et indéfinissable traversa le visage poupin d'Antoine Fournier. Il recouvra son masque mondain avec une agilité reptilienne. « Mais bien sûr », susurra-t-il, l'air entendu. Il offrit une main molle et calculatrice à Nicolas. « Et dans quel domaine exercez-vous vos talents ?»« Je répare des choses avec mes mains », répondit Nicolas, le regard fixe. « Oh !» Le sourire carnassier d'Antoine resta figé, glacé dans son hypocrisie. « Eh bien, je vous adresse toutes mes félicitations pour cette noble occupation. » Il s'éloigna en glissant sur le marbre. Le troisième incident fut le catalyseur d'une métamorphose profonde. Un personnage corpulent dont elle ignorait l'identité, arborant un garde-temps ostentatoire et scandaleusement onéreux à son poignet, s'approcha. Il dégageait l'aura vulgaire d'un parvenu dont la fortune était de construction trop récente pour qu'il ne donne pas l'impression d'évoluer en permanence dans un costume de scène trop grand pour lui. Il s'immobilisa à quelques centimètres de Nicolas, tout près du spectaculaire bar en acajou massif. Il l'examina de la tête aux pieds, avec la lenteur dégradante d'un expert comptable estimant la valeur de revente d'un vulgaire objet de pacotille. « Vous êtes donc le fameux garagiste », cracha l'individu, sa voix dégoulinant de mépris. « L'homme qu'elle a dû épouser. » Nicolas soutint ce regard insultant sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaille. « En effet. Vous avez sans doute conduit vous-même le carrosse pour vous rendre jusqu'ici ?» L'homme émit un rire gras, calculé pour raisonner et attirer l'attention. Ce qui fonctionna à merveille, captant instantanément l'attention du petit groupe de vautours mondains agglutinés à proximité. « Ou bien vous êtes-vous simplement contenté de garer la voiture des invités ?» Chloé capta la totalité de cet échange venimeux alors qu'elle ne se trouvait qu'à 1 mètre de distance. Elle avait consacré l'intégralité de son existence à louvoyer dans ce type de réunions empoisonnées. Elle possédait la maîtrise absolue des codes qui permettaient de lisser les aspérités d'un conflit naissant, la technique parfaite pour esquiver l'affrontement, l'art de détourner l'attention avec grâce, et la diplomatie nécessaire pour protéger chacun des acteurs, y compris la victime de l'insulte. De la dévastation publique d'un esclandre mondain. Elle demeura figée, semblable à une statue de sel. Puis,
transcendée par une colère froide et nouvelle, elle fit un pas résolu en avant et glissa sa main délicate sous le bras puissant de Nicolas, le serrant avec ferveur. En réalité, déclara-t-elle, sa voix claire et tranchante fendant l'air parfumé pour atteindre distinctement les oreilles de la petite assemblée silencieuse et avide de sang. Cet homme est mon mari. Et si par hasard vous chérissez le désir de recevoir une invitation pour l'édition de ce prestigieux gala la saison prochaine, je vous recommande vivement de graver cette information dans votre mémoire avec le plus grand soin. Le visage congestionné de l'homme parvenu se décomposa. La grappe d'invités curieux qui s'était formée autour d'eux dispersa instantanément son attention, feignant soudainement un intérêt passionné pour les moulures du plafond. Nicolas ne manifesta absolument aucune réaction visible. Cependant, au travers de la pression légère que les doigts de Chloé exerçaient sur son bras musclé, elle ressentit un infime tressaillement, un glissement invisible dans sa posture, suivi d'une expiration longue, lente et presque imperceptible, le souffle libérateur d'un homme qui aurait retenu une charge écrasante pendant une éternité et qui viendrait, l'espace d'une fraction de seconde, de desserrer très légèrement son étreinte mortelle. Plus tard dans la soirée, assise au volant de la luxueuse berline qu'elle pilotait, une dynamique qui était devenue leur norme bien qu'elle n'eût jamais pris la peine d'en discuter ouvertement, elle garda les yeux fixés sur la route sombre et ne prononça pas un traître mot pendant un long moment. « Tu n'étais absolument pas forcé d'intervenir de cette manière », finit-il par rompre le silence de l'habitacle confiné. « J'en ai parfaitement conscience. Je t'en suis reconnaissant. » Elle actionna le clignotant avec lenteur. Les puissantes lueurs orangées des lampadaires urbains bavaient pitoyablement sur le macadam détrempé par une pluie récente. « Je te demande pardon, » souffla-t-elle. Pardon de ne pas avoir eu le courage de répliquer plus tôt. Il ne daigna pas formuler de réponse. Mais il ne détourna pas non plus son regard de la fenêtre embuée. Ce fut le premier instant véritable d'une bascule irréversible, songea-t-elle avec lucidité. C'est exactement là, dans cet habitacle oppressant, que tout a pris racine. Par nature, Chloé n'appartenait pas à la caste des individus capables de fermer les yeux face à un mystère persistant. Peu de temps après le désastreux gala mondain, profitant de l'absence de Nicolas, parti s'enfermer dans son repère mécanique, et du départ de Lily vers son école, Chloé s'installa face au bureau de sa maison de campagne. Armée de sa deuxième tasse d'un café noir très fort et de son flair d'enquêtrice forgé dans les flammes de la finance, elle commença à tirer méthodiquement sur les fils invisibles. Nicolas Dubois. Ce patronyme n'était pas un fantôme absolu dans les vastes archives du réseau numérique mondial. Il existait une quantité parfaitement normale de documents, d'enregistrements publics et de traces administratives, le genre de toile de fond prosaïque qui ancre fermement un citoyen ordinaire dans la réalité de la société civile. Mais plus l'appel virtuel s'enfonçait dans les strates du passé, plus le paysage devenait irréel et insaisissable. Elle déterra des déclarations fiscales banales, une licence commerciale poussiéreuse certifiant la création légale du modeste garage quelques années plus tôt, un certificat d'inscription scolaire confirmant la présence de Lily dans les registres académiques, et une ancienne adresse postale située dans une lointaine province. Avant cette époque, c'était le vide intersidéral. Une page vierge couvrant une longue période. Et juste avant cette abyssale césure temporelle, elle faillit passer à côté du trésor. L'article révélateur était enseveli au fin fond des catacombes numériques, lourdement barricadé derrière le mur payant d'une obscure et élitiste revue spécialisée dans la haute finance internationale, à laquelle elle dut se connecter en utilisant en cachette ses anciens identifiants périmés d'analystes de la City. C'était un document datant d'un lointain passé. Le titre tapageur hurlait, le charismatique PDG du fonds d'investissement Dubois Capital Partners s'évapore de la sphère publique, abandonnant derrière lui un mystère se chiffrant en milliards. Elle s'acharna à relire le texte. Nicolas Alexandre Dubois, un très jeune homme au moment de la parution de l'enquête explosive. L'illustre fondateur et l'omnipotent président-directeur général du groupe Dubois Capital Partners, une société tentaculaire spécialisée dans le capital risque et le capital investissement à haut rendement qui avait, en très peu de temps d'existence frénétique, généré des marges de profit absolument pharaoniques, des chiffres qui avaient forcé l'admiration et suscité des comparaisons flatteuses avec les prodiges les plus adulés et les plus légendaires de l'histoire de la bourse.
Le long papier d'investigation estimait prudemment qu'au moment précis de sa spectaculaire disparition de la vie publique mondaine, l'immense conglomérat d'entités financières qu'il contrôlait d'une main de fer, que ce soit de manière directe ou par le biais d'un vaste réseau de mandataires serviles, brassait un volume de capitaux oscillant vertigineusement entre 3 et 5 milliards. Il avait tout simplement déserté le champ de bataille. Aucune déclaration officielle, aucune conférence de presse grandiloquente, pas le moindre dépôt de documents réglementaires excédant le strict minimum légal exigé. Il s'était délesté du contrôle opérationnel de son gigantesque empire financier, avait couronné un conseil d'administration fantoche et faussement indépendant, avait élaboré dans l'ombre une structure fiduciaire d'une complexité juridique machiavélique et labyrinthique, puis s'était littéralement volatilisé dans la nature. Le journaliste de la revue spécialisée s'abandonnait à une mer de spéculation, un épuisement professionnel foudroyant, un effondrement psychologique dévastateur, ou peut-être une violente crise existentielle. Quelques indices subtils, disséminés avec prudence entre les lignes, suggéraient l'ombre hideuse d'une trahison de haut vol. Un individu gravitant dans sa sphère intime, un membre imminent appartenant aux hautes sphères de la direction de sa propre firme, aurait poignardé son dirigeant dans le dos en perpétrant une action d'une gravité inqualifiable. Les rouages sanglants de cette affaire n'avaient jamais franchi les portes de la sphère publique. Les inévitables batailles juridiques, si tant est qu'elles eussent existé, avaient été étouffées et réglées dans l'opacité la plus totale et sous le sceau d'accords de confidentialité blindés. Il avait sciemment tourné le dos à des milliards de devises, et il s'était acharné à bâtir de toutes pièces une existence misérable et anonyme dans une maison de campagne affligée d'une porte peinte en verre délavé et agrémentée de pittoresques carillons en bois flotté, vouant sa vie à élever une petite fille fascinée par l'obscurité des fonds marins. Chloé se laissa retomber lourdement contre le dossier de son fauteuil ergonomique. Elle repensa intensément à l'échange téléphonique cryptique qu'elle avait intercepté par accident dans la pénombre du couloir. Elle se souvint du commentaire tranchant comme un coup près concernant les taux de capitalisation, et surtout de ce providentiel fonds d'investissement fantôme qui s'était matérialisé comme par magie, au cours de la nuit, dans l'unique dessein de sauver l'empire familial des Moreau du naufrage. Elle songea aux bottes de cuir ruinées par le goudron, à ses propres escarpins minutieusement réparés avec amour, aux 2 tasses de thé fumant apparues lors de la nuit la plus effroyable de son existence. Elle se remémora la question dérangeante qu'il lui avait adressée avec douceur. Est-ce véritablement le désir profond de votre âme, ou est-ce l'illusion de désir que l'on vous a conditionné à poursuivre? Elle referma l'écran de son ordinateur portable d'un geste sec. Elle resta prostrée pendant une durée indéterminée, l'esprit en ébullition, tentant de concevoir mentalement ce que cela impliquait réellement de choisir sciemment de se ratatiner, de renoncer volontairement à la grandeur, de s'acharner à gagner le droit de redevenir un homme invisible et ordinaire, tout cela dans l'unique but de préserver l'innocence d'une enfant des griffes d'un univers impitoyable qu'il avait utilisé jusqu'à la moelle de toutes les manières concevables. Elle analysa avec un dégoût viscéral ses propres motivations pitoyables pour avoir consenti à épouser cet homme, la coercition familiale toxique, le sens abject de l'obligation filiale, l'absence pathétique de toute autre voie d'échappatoire courageuse, et elle fut submergée, pour la première fois de sa vie d'adulte arrogante, par un sentiment de honte d'une profondeur abyssale et d'un inconfort brûlant. Le Forum mondial du capital constituait une grand-messe financière qui se tenait de façon régulière au sommet d'une spectaculaire tour de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de la Défense. Et Chloé s'y rendait assidûment parce que l'un des partenaires institutionnels survivants du groupe Moreau lui en avait intimé l'ordre formel. Et parce qu'elle s'évertuait désespérément à prouver au marché mondial que son entreprise défaillante conservait à sa tête une direction opérationnelle capable de sauver les apparences. Elle n'avait absolument pas envisagé la probabilité statistique que Nicolas puisse se trouver dans ces lieux prestigieux. Elle n'avait pas non plus prévu que la fine fleur de cette conférence se déroulerait dans les strates supérieures et exclusives de l'édifice. Au-delà des cordons de sécurité filtrant les accréditations ordinaires, un espace inviolable avait été aménagé spécifiquement pour la présentation liminaire d'un intervenant mystère, un personnage dont l'identité était laconiquement dissimulée sur le luxueux programme sous le titre Abscon II. Associé fondateur de DCP Holdings. Son cerveau ne parvint à lier les indices épars que lorsqu'elle se trouva déjà enfermée dans la cage de verre de l'ascenseur la propulsant vers les sommets.
Les lourdes portes métalliques s'ouvrirent majestueusement sur un espace aux dimensions colossales, doté de plafonds vertigineux. Agencé avec cette forme de perfectionnisme épuré et spartiate typique des événements colossaux conçus sur mesure pour des individus qui ne ressentent plus le besoin primaire d'être éblouis par le faste. Point de tapis rouge dégoulinant de vulgarité, aucune de ces ridicules et ostentatoires compositions florales. Seul régnait en maître des angles de vue d'une netteté clinique, un système d'éclairage d'une intelligence technologique glaçante, et une salle bondée de prédateurs en costume sur mesure qui, unis, contrôlait un pourcentage terrifiant de l'afflux total de liquidité qui dictait la rotation de la planète Terre. Chloé saisit machinalement un simple verre d'eau glacée au passage d'un plateau d'argent porté par un serveur invisible. Elle gagna sa place assignée, idéalement située vers le point central de l'immense arène. Elle riva ses yeux sur le majestueux pupitre en bois précieux, pour l'instant désert. Les lumières d'ambiance se modifièrent subtilement. Un silence religieux et pesant s'abattit sur la foule des maîtres du monde. Une lourde porte dérobée, dissimulée sur le flanc gauche de la scène surélevée, pivota lentement. Nicolas fit son entrée. Il arborait un costume qu'elle n'avait jamais eu le privilège d'admirer. Un tissu d'un gris anthracite profond, d'une construction architecturale si ahurissante de perfection, le genre de parures vestimentaires qui se font littéralement sur la musculature d'un homme et disparaît complètement. Précisément parce qu'elle moule les contours du corps avec trop de majesté pour avoir l'indécence d'attirer l'attention sur elle-même. Sa crinière sombre conservait son allure indomptable. Sa mâchoire affichait la même détermination granitique qu'elle lui connaissait. Ses immenses mains se balançaient au rythme de sa marche silencieuse, avec cette même lenteur hypnotique, cette même gravité inébranlable. Il s'avança sans le moindre dossier à la main, totalement désarmé, mais la gigantesque salle entière se souleva telle une vague majestueuse pour accueillir son roi de retour d'exil. Non pas de manière littérale, fort heureusement. Personne ne se leva physiquement, mais une onde de choc électrique, palpable et charnelle, ondula à travers l'assemblée des convives triés sur le volet, semblable à la marée noire d'un océan modifiant brusquement sa trajectoire millénaire. Les dossiers des chaises grincèrent alors que les corps se redressaient, les visages pivotèrent à l'unisson. Les tractations murmurées s'éteignirent brutalement en plein milieu de leurs phrases. Le verre d'eau de Chloé, qu'elle avait soulevé à mi-chemin de ses lèvres desséchées, resta pétrifié dans le vide, suspendu dans les airs. Il atteignit la tribune baignée de lumière. Il domina la pièce de sa stature. Son regard noir balaya l'immensité de l'espace avec la quiétude troublante d'un souverain ayant déjà trôné dans des sanctuaires similaires dans un lointain passé et qui n'y trouvait désormais plus le moindre motif d'émerveillement. Et puis, fatalement, ses yeux croisèrent les siens au milieu de la marée humaine. Elle demeura pétrifiée. Il fit de même. L'espace de la fraction d'un battement de cœur suspendu au-dessus du gouffre. Puis, rompant le charme, il détourna le regard avec une lenteur calculée et déclara dans le microphone, utilisant très exactement la même tonalité vocale douce, calme et inébranlable qu'il employait pour expliquer à la petite Lily que, oui, probablement, des monstres abyssaux prospéraient dans les ténèbres des fosses océaniques, que la séance commence. Chloé endura l'épreuve d'écouter, fascinée, la dissection chirurgicale, d'une précision diabolique et d'une lucidité dévastatrice, des flux mondiaux de capitaux, la conférence économique la plus brillante qu'elle eût jamais entendue sortir de la bouche d'un être humain vivant. Autour de sa personne figée, les individus dont le métier sinistre consistait à manipuler la destinée des marchés boursiers prenaient frénétiquement des notes dans leurs calepins luxueux. Certains avaient même brandi, au vu et au su de tous, des appareils d'enregistrement prohibés, violant sans vergogne le protocole de confidentialité stricte placardé sur la porte de la salle, et le service d'ordre, tétanisé, n'esquissait pas le moindre mouvement pour les en empêcher. Une fois le rituel achevé, alors que l'assemblée des puissants se fragmentait pour reprendre ses jeux de dupes et ses conversations feutrées, elle resta clouée sur sa chaise. Elle choisit d'attendre. Il traversa la foule et vint à elle. « Chloé » murmura-t-il, sa voix grave caressant l'air. « Nicolas » répondit-elle, le souffle court. Il se tenait debout, immobile, séparé par une infime distance de sécurité. Le brouhaha inintelligible de la salle majestueuse ruisselait tout autour d'eux, fluide et indifférent, à l'image des flots d'un torrent enlaçant deux rochers immuables.
Depuis combien de temps détenez-vous la vérité, s'enquit-il d'une voix basse. Depuis peu, avoua-t-elle. J'ai réussi à exhumer le vieil article de presse. Il hocha la tête, un mouvement lent et grave. Il dirigea brièvement son regard vers la moquette épaisse de la salle, puis le releva pour plonger ses yeux dans les siens. J'avais fermement l'intention de tout te révéler le moment venu, lorsque j'aurais acquis la certitude absolue que le terrain était sécurisé. Sécurisé pour qui, exactement? Pour Lily, répondit-il avec une simplicité désarmante. Pour préserver le modeste univers que nous avons échafaudé. Elle fixa cet homme fascinant. Ce même visage aux traits rugueux qu'elle avait scruté, assise de l'autre côté de la petite table de la cuisine au petit matin. De l'autre côté de la table à manger, confinée dans l'habitacle de la berline, dans la pénombre du couloir exigu. Ce visage identique qu'elle avait d'abord méprisé avec arrogance, puis froidement évalué, et qu'elle commençait seulement à peine, depuis une brève période, à contempler véritablement. J'ignorais tout de votre existence passée, souffla-t-elle, la culpabilité lui broyant la poitrine. Le jour où j'ai consenti à m'unir à vous. Je n'en savais strictement rien. J'en ai parfaitement conscience, la rassura-t-il doucement. Ce n'est pas, elle s'interrompit brusquement, cherchant à reprendre le fil de sa pensée chaotique. Ce n'est absolument pas l'unique déclaration que je souhaite vous faire. J'ai également conscience de cela, admit-il. Néanmoins, ce sanctuaire de la finance n'est fort probablement pas le lieu adéquat pour une telle discussion. Autour de leur îlot de silence, les requins commençaient à manifester une curiosité malsaine, leurs esprits calculateurs s'efforçant de décoder la subtile gestuelle corporelle du grand Manitou dont ils venaient d'admirer la démonstration de force magistrale. Et de la femme élégante qui se tenait dans une proximité si intime avec lui. Rentrons chez nous, décréta-t-il simplement. Ce fut à cet instant précis, alors qu'il s'éloignait de concert en direction de la monumentale porte de sortie, que Chloé réalisa, avec un frisson d'épiphanie, qu'elle avait intériorisé l'idée saugrenue selon laquelle la pittoresque maison de campagne, affublée de sa modeste porte verte et de ses bruyants carillons marins, incarnait désormais, à ses yeux, la notion même de foyer. Le voyage de retour dans la pénombre douillette du véhicule s'effectua dans un silence monacal. L'enfant, Lily, participait joyeusement à une soirée pyjama organisée chez une de ses camarades d'école, un événement festif soigneusement planifié qui prenait désormais, dans l'esprit tourmenté de Chloé, les atours grandioses d'une intervention divine orchestrée par le cosmos tout entier dans le but exclusif de leur aménager cette fenêtre de liberté absolue. Une fois le seuil de la porte franchi, Nicolas s'engouffra directement dans la cuisine jaune. Elle entendit le clapotis de l'eau claire remplissant la bouilloire électrique. Elle demeura plantée au beau milieu du modeste salon, le regard perdu dans la contemplation des dessins d'enfants grossièrement encadrés qui égayaient les murs. Les œuvres d'art brut de Lily, mêlant allègrement la cire fondue des crayons et l'aquarelle délavée. Une immense baleine difforme, un volcan en éruption rougeoyante, et une silhouette humaine touchante, manifestement destinée à immortaliser les traits de son père bien-aimé, dessiné de manière disproportionnée, infiniment grand et rayonnant d'une bonté infinie. Elle perçut le bruit sourd des 2 récipients en céramique heurtant délicatement le comptoir de la cuisine. Elle le rejoignit dans l'espace exigu. « Expliquez-moi tout », ordonna-t-elle doucement. Il prit appui contre la surface du plan de travail et plongea ses yeux dans les siens, arborant cette éternelle et bouleversante constance qui le caractérisait. Mais cette fois-ci, son visage était dépouillé de sa lourde armure protectrice, ou du moins en grande partie allégé de son poids. J'ai bâti les fondations de cet immense empire financier en étroite collaboration avec 2 autres personnes, commença-t-il, la voix chargée d'un chagrin ancien. Le compagnon le plus loyal de mes années universitaires, et la femme avec laquelle je partageais ma vie. Nous formions un trio indissociable aux prémices de l'aventure. Plus tard, au bout d'un certain temps de succès foudroyant, ivres de cupidité, ils ont sournoisement siphonné une somme colossale de capitaux appartenant à nos fidèles clients pour l'injecter discrètement dans une structure opaque sur laquelle ils exerçaient un contrôle absolu. Cela représentait une part massive des liquidités totales du fonds. La manœuvre frauduleuse a été exécutée avec une minutie diabolique. Elle serait passée totalement inaperçue aux yeux d'une armée d'auditeurs financiers incompétents.
Mais elle n'a pas échappé à votre vigilance, murmura Chloé. Ni à la mienne, effectivement. Quelles furent les conséquences de cette découverte, sans qui elle, le souffle court? J'ai pris la décision unilatérale de pulvériser la société d'investissement, j'ai conclu un arrangement amiable dans le secret le plus absolu, j'ai puisé dans ma fortune personnelle pour rembourser jusqu'au dernier centime l'intégralité des investisseurs lésés. Puis, écœuré par la noirceur de l'âme humaine, j'ai définitivement tourné le dos à cet univers gangrené. Il enveloppa sa tasse fumante de ses grandes mains. Ma fille, Lily, était encore un bébé à cette époque funeste. Sa propre mère avait déserté le foyer conjugal auparavant. C'est une autre tragédie qui ne mérite pas d'être contée ici. Et je venais de subir l'infâme supplice d'observer, impuissant, les deux êtres que je chérissais le plus au monde m'utiliser comme un vulgaire instrument jetable. J'étais exsangue. Je n'en pouvais plus. Chloé garda un silence respectueux, absorbant l'onde de choc de la révélation. Je refusais catégoriquement que la chair de ma chair grandisse et s'empoisonne dans cet univers de rapaces, poursuivit-il, la voix vibrante d'une colère froide. Un univers dystopique où l'appât du gain justifie les pires atrocités. Où chaque interaction humaine se réduit à un sordide calcul de probabilité, où les prédateurs vous gratifient de leurs sourires les plus carnassiers tout en évaluant secrètement votre potentiel de rentabilité. Il marqua une pause, le regard perdu dans les souvenirs douloureux. J'ai eu le privilège de grandir dans une opulence douillette. Et la mère de mon enfant a passé son existence à quantifier très exactement sa propre valeur marchande aux yeux des charognards qui gravitaient autour d'elle, et le verdict n'était clairement pas. Il ravala la fin de sa phrase avec amertume. J'aspirais fondamentalement à ce que ma fille puisse s'entourer de choses vraies, mener une existence authentique, au contact d'êtres humains dotés d'une véritable âme. Chloé balaya du regard l'aimant en plastique ridicule accroché au réfrigérateur, le dessin grotesque de l'énorme mammifère marin, et posa la question brûlante, et concernant ce marchandage sordide avec les membres de ma propre famille? Ce simulacre de mariage? Il déposa lentement sa tasse sur la surface du comptoir. Ton ignoble oncle, Philippe Moreau, est venu s'agenouiller devant ma porte. Il possédait les clés de ma véritable identité. Il avait jadis conclu une transaction douteuse avec l'un de mes traîtres d'associés, dans un passé lointain. Son esprit pervers a échafaudé une théorie absurde. Il s'est convaincu que s'il parvenait à camoufler une opération de sauvetage financier colossale en utilisant comme prête-nom un vulgaire garagiste, l'opération entière deviendrait totalement imperceptible aux yeux des prédateurs qui convoitaient les restes de l'empire de ta famille. Il ancra son regard profondément dans le sien. Je n'en avais pas la moindre envie. J'ai décliné sa folle proposition par 2 fois consécutives. Qu'est-ce qui a provoqué un tel revirement de situation dans votre esprit? Demanda-t-elle. Il a eu l'audace de me jeter ton dossier personnel au visage, avoua Nicolas, le ton dur. Pas les documents froids et cliniques de tes entreprises. Il a étalé devant moi les registres de tes malheureux employés, les visages des innombrables salariés qui allaient se retrouver jetés à la rue, l'ampleur des désastres humains qui suivraient la disparition de tes programmes caritatifs. Un silence de plomb envahit la petite cuisine. Et puis, il a eu le sadisme de m'exposer avec fierté la nature monstrueuse du sacrifice qu'il s'apprêtait à te réclamer. Chloé demeura statufiée, incapable du moindre mouvement. J'ai posé un ultimatum à cette ordure. J'ai exigé, comme condition sine qua non, que ton consentement à cette mascarade soit donné de manière absolue et libre, affirma-t-il. Il a eu l'outrecuidance de m'assurer que ce serait le cas. Je n'ai jamais totalement gobé ces mensonges. Mon accord n'a été arraché sous aucune forme de liberté, murmura-t-elle. Je le sais pertinemment. Je n'avais absolument aucune autre issue. C'était un chantage abominable. Je sais également cela, dit-il, la fixant avec une intensité brûlante. C'est pour cette raison précise que je me suis acharné, de toutes mes forces, à rendre la cohabitation dans cette misérable demeure aussi tolérable que mes moyens me le permettaient. J'ai une conscience aiguë de mon impuissance à effacer le vice initial de notre union. Elle repensa au repas silencieusement préparé avec dévouement, à l'odeur du café frais envahissant l'air des l'aube, à ses luxueux souliers amoureusement restaurés, et aux 2 tasses de thé fumant qui lui avaient été offertes lors de la nuit la plus sombre de sa descente aux enfers.
Vous faisiez preuve de bonté et de décence à mon égard, murmura-t-elle, troublée. Oui, car mon âme était rongée par la culpabilité. Et pour quelle autre raison? Et parce que... Il s'interrompit, laissant un silence lourd et chargé d'électricité statique envelopper la pièce. Lorsqu'il reprit la parole, le timbre de sa voix avait fondamentalement muté. Il n'était pas affaibli, mais il était incroyablement nu et vulnérable. Parce que, au bout d'une brève période passée sous ce toit, le fardeau de la culpabilité s'est évaporé. Il a laissé la place à une envie irrépressible de prendre soin de toi. Chloé le contempla, les yeux écarquillés par le choc de cette confession. J'éprouvais le besoin vital de préparer ton café matinal, poursuivit-il, la voix vibrante. J'avais l'envie folle de réparer tes souliers abîmés. Je n'agissais pas ainsi pour expier le tort immense qui t'avait été infligé. J'agissais ainsi parce que... Il baissa les yeux vers les mains tremblantes de la jeune femme, puis les releva vers son visage. Parce que tu as fait honneur au repas que je préparais. Parce que tu as accordé ton attention bienveillante à Lily lorsqu'elle t'a supplié de l'accompagner explorer ces fameux bassins de marée. Et surtout, parce que tu t'es dressée, telle une lionne, pour défendre mon honneur bafoué au milieu de cette salle de bal peuplée de charognards, et ce, à l'instant même où tu étais encore intimement persuadé que je n'étais rien d'autre qu'un minable individu issu de la lie de la société. Rien ni personne ne t'imposait un tel acte de bravoure. C'était une réaction viscérale, l'expression de mon instinct protecteur, se défendit-elle, bouleversée. J'en ai pleinement conscience. Et l'instinct humain est un messager qui murmure de grandes vérités. Chloé déposa lentement sa propre tasse sur le comptoir jaune. Elle fixa l'homme incroyable qui se tenait de l'autre côté de la minuscule pièce. Cet être énigmatique, doté d'une voix apaisante et caverneuse, pourvu de mains d'une patience infinie capable de réparer l'irréparable, et père merveilleux d'une petite fille qui possédait le don inné de décrypter la réalité avec une tendresse infinie. Je me suis lourdement fourvoyée sur votre compte, avoua-t-elle, la voix pleine de regret. Depuis notre toute première rencontre, et sur toute la ligne. Vous avez lutté avec les misérables armes dont vous disposiez. C'est une interprétation extrêmement clémente. C'est l'exacte et implacable réalité. Il esquissa un sourire naissant. Tu te trompes rarement, Chloé. Le seul problème, c'est que les données que l'on t'a fournies étaient gravement corrompues. Elle sentit alors un bouleversement sismique se produire dans les profondeurs de sa cage thoracique. Ce n'était nullement ce sentiment pathétique et étouffant qu'éprouve la victime désespérée qui supplie qu'on vienne la délivrer. C'était un sentiment beaucoup plus intime, silencieux, et d'une robustesse à toute épreuve. J'ignore totalement la nature exacte du lien indéfinissable qui s'est tissé entre nous, confessa-t-elle, le regard fuyant. Je suis moi-même dans l'incapacité de le nommer, admit-il. Mais j'éprouve le vif désir d'explorer cette énigme. En toute franchise. Et si les ignobles circonstances de notre rencontre n'avaient jamais existé? Il la couva d'un long regard intense. J'aurais nourri exactement la même ambition. À l'extérieur de leur forteresse, un véhicule effleura l'asphalte mouillé de la rue déserte. Sous le porche, les carillons de bois balancèrent doucement leur chant mélancolique. Le monstre Étienne Lefebvre ne figurait pas parmi les individus capables d'accepter une défaite cinglante avec une quelconque forme d'élégance sportive. Il lui fallut chercher longuement pour percer à jour la structure labyrinthique des entités DCP Holdings et remonter laborieusement la piste jusqu'à Nicolas Dubois. Lorsqu'il découvrit enfin la vérité, il lança ses hordes avec la rapidité de l'éclair, car les carnassiers de la trempe d'Étienne Lefebvre représentaient un danger mortel. Non pas en dépit de la nature dramatiquement prévisible de leurs attaques, mais précisément en raison de celle-ci. Il exécuta son sinistre rituel habituel. Il actionna tous les leviers de pression concevables, exigea le remboursement de dettes obscures, et brandit chaque secret inavouable exhumé des bas-fonds comme une arme de destruction massive. Il entretenait une taupe empoisonnée au sein même des vestiges de l'ancienne firme de Nicolas, un fossile vivant de la trahison originelle, toujours rongé par les acides de ses rancunes séculaires. Très rapidement après avoir reçu le signal de l'assaut, cette source anonyme déversa un torrent de boue médiatique en direction d'un tabloïd spécialisé dans les scandales de la sphère financière.
Ce fut un festival d'allégations calomnieuses concernant de prétendues violations des lois sur les valeurs mobilières, supposément commises lors de la dissolution historique du fonds d'investissement originel. De vieilles accusations putrides, qui avaient pourtant été purgées, réglées à l'amiable et enterrées au cimetière des rumeurs, se trouvaient exhumées de leurs tombeaux, maquillées avec cynisme, et relancées dans l'arène publique. L'article diffamatoire fut publié un matin. Chloé découvrit l'ampleur du désastre au réveil, au moment où la sonnerie de son téléphone portable se mit à hurler avec l'insistance d'une sirène d'alerte. Elle décortiqua le texte infamant, assise à la table de la cuisine, pendant que Nicolas préparait avec un soin maniaque le déjeuner que Lily emporterait pour sa journée d'école. Elle dévora le poison à 2 reprises. Puis, d'un geste sec, elle plaqua l'écran en verre de son appareil contre le bois de la table et leva un regard noir vers son époux. « Tu es au courant de cette ignominie » constata-t-elle, la rage au ventre. « Parfaitement » acquiesça-t-il, placide. Il ferma hermétiquement le sachet en plastique contenant le sandwich de Lily et le glissa délicatement au fond de son sac à dos coloré. « C'est un tissu de mensonges éhontés. »« Totalement. » As-tu conservé les pièces justificatives capables de pulvériser ces inepties? L'intégralité des archives a été sanctuarisée, la rassura-t-il. Chaque échange épistolaire, la moindre trace de transaction informatique. L'armada de mes conseillers juridiques maintient ces dossiers sous cloche depuis la conclusion du règlement amiable. Le cerveau brillant de Chloé fonctionnait à une vitesse vertigineuse. Dans ce cas de figure précis, cette grotesque campagne de diffamation implosera à l'instant même où nous lancerons nos preuves sur la place publique. C'est une évidence mathématique. Mais l'ennemi en a parfaitement conscience. Exact. Ce qui me conduit à la conclusion inéluctable que cette attaque pathétique n'est absolument pas la véritable offensive. C'est un grossier écran de fumée pour détourner notre attention. Il la fixa, les yeux brillants d'admiration. Quelle est la véritable cible d'Étienne Lefebvre dans l'ombre, demanda-t-elle, l'esprit en alerte rouge. Ils passèrent un long moment attablés face à face. L'enfant avait été escorté jusqu'au domicile de la voisine compatissante qui s'occupait du covoiturage scolaire. 2 ordinateurs portables trônaient désormais, tels des postes de commandement, au beau milieu de la modeste cuisine. Chloé scrutait les convulsions frénétiques des courbes boursières avec un œil de rapace. De son côté, Nicolas passa 3 appels téléphoniques extrêmement brefs, le ton martial, à des interlocuteurs dont Chloé comprenait désormais qu'ils n'étaient en rien de vulgaires fournisseurs de pièces détachées pour l'industrie automobile. Dans la matinée, elle parvint à isoler le virus. L'ignoble Lefebvre instrumentalisait le vacarme médiatique fétide pour masquer une opération éclair. Pendant que la meute des journalistes s'excitait sur le prétendu scandale des valeurs mobilières, son armée d'avocats de l'ombre s'apprêtait à engloutir une participation colossale de 40% dans l'une des filiales opérationnelles les plus vitales du groupe Moreau. En rachetant les parts d'un actionnaire minoritaire soumis à des pressions terrifiantes. Si par malheur le monstre parvenait à consolider cette position stratégique, le navire amiral des Moreau se retrouverait irrémédiablement paralysé par un blocage décisionnel insurmontable, et le vaste réseau d'entités financières dirigé par Nicolas, qui était désormais organiquement et structurellement cousu au destin de l'entreprise familiale de Chloé, serait violemment aspiré dans le maelstrom de ce conflit titanesque. Le but de son offensive n'est nullement de t'anéantir purement et simplement, analysa Chloé, la voix vibrante de tension. Son objectif est de te précipiter dans une nasse, de te contraindre à sortir de ta tanière protectrice, et de te forcer à engager un combat à mort sur la scène publique. Nicolas fixait l'écran lumineux de son appareil. Sa mâchoire s'était durcie pour former un bloc de granit impénétrable. Si jamais tu cèdes à la provocation et que tu déclenches les hostilités à visage découvert, argumenta Chloé avec fougue. Tu vas inévitablement perdre le bénéfice de la petite existence paisible que tu as mis tant d'années à reconstruire. Tu vas perdre tout ce que tu as si douloureusement choisi de protéger. Et si je refuse de livrer cette bataille, la sanction immédiate sera la perte définitive de ton héritage et de ton entreprise, rétorqua-t-il, accablé. Elle soutint son regard tourmenté. Laisse-moi régler ce problème. Chloé, je t'en conjure. Laisse-moi gérer personnellement le dossier de l'acquisition de ce bloc d'action.
Je connais parfaitement l'individu qui détient ce portefeuille. Le vieux Bernard Delacroix. J'ai eu l'occasion de croiser sa route à de nombreuses reprises lors d'événements mondains stériles. J'ai même fréquenté le même établissement scolaire que sa progéniture dans ma jeunesse. Son esprit brillant échafaudait déjà la trame de son argumentaire, calculant les trajectoires et les angles morts de la psychologie de sa cible. Lefebvre exerce une pression monumentale sur lui parce que ce vieil homme est convaincu qu'il n'y a absolument aucun bénéfice financier à tirer d'une hypothétique loyauté envers notre maison. Mais je possède le pouvoir de lui offrir un bénéfice inespéré. Si tu descends dans cette arène, tu vas te retrouver coincé au beau milieu d'un champ de tirs croisés d'une violence inouïe. Je suis parfaitement consciente du fait que le prédateur cherchera à me détruire personnellement. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Elle le fixa avec une constance inébranlable. Tu as risqué ton existence entière pour sauver l'entreprise de ma misérable famille à un moment où je n'avais absolument rien de concret à t'offrir en guise de contrepartie. À un moment où je me comportais à ton égard avec un mépris insupportable. Tu as agi de la sorte par pure grandeur d'âme. Parce que c'était l'action morale et juste. Accorde-moi le privilège, pour une fois dans ma vie, d'accomplir un acte courageux pour la simple et unique raison que c'est la chose juste à faire. Nicolas la contempla en silence pendant une éternité. Elle vit, tout au fond de ses iris sombres, un voile mystérieux se soulever doucement. Très bien, capitula-t-il dans un murmure grave. Elle prit contact avec le vieux Bernard Delacroix rapidement. Peu après, elle sautait dans le confort d'un véhicule de luxe affrété. En début d'après-midi, elle se retrouva physiquement assise de l'autre côté d'une monumentale table de conférence en chêne massif, affrontant directement le regard fuyant d'un homme au crépuscule de sa vie. Un patriarche fatigué qui avait mis toute une vie à forger sa précieuse participation au sein de la filiale du groupe Moreau en cultivant un réseau patient de relations interpersonnelles, et qui transpirait à grosses gouttes, affichant un inconfort presque douloureux face à la violence de ce qu'on le contraignait à accomplir. Elle ne s'abaissa pas à lui réciter un argumentaire de vente préfabriqué. Elle refusa d'entamer la moindre négociation chiffrée. Elle lui livra, avec une crudité absolue, la vérité pure et effroyable concernant la brutale campagne de harcèlement psychologique qu'il subissait, concernant la noirceur des véritables intentions destructrices qui animaient l'esprit malade d'Étienne Lefebvre, et concernant le triste sort funeste et inéluctable, qui attendait de pied ferme l'actif de son entreprise si jamais la filiale tombait sous le joug oppressant de la tyrannie de ce monstre. Et ensuite, elle posa sur la table de chêne l'offre providentielle qu'elle avait conçue pour le sauver. Les gigantesques entités financières contrôlées par Nicolas s'engageraient solennellement à prendre une position défensive et inébranlable afin de blinder son portefeuille d'investissement, érigeant un mur d'argent protecteur destiné à sanctuariser 3 autres de ses actifs les plus chéris contre le tsunami de volatilité boursière qui allait immanquablement déferler sur les marchés mondiaux. Elle lui proposait, ni plus ni moins, de lui offrir un abri anti-atomique financier, réclamant en guise d'unique rétribution sa loyauté inébranlable. Il l'observa, subjugué, par-dessus la table cirée, pendant un temps infiniment long. Ton propre père, finit-il par articuler d'une voix chevrotante, la gorge nouée par l'émotion, n'a jamais daigné, pas une seule fois au cours de sa misérable existence, me formuler une demande en face à face. Il envoyait systématiquement l'un de ses chiens de garde pour faire le sale travail à sa place. J'en ai parfaitement conscience, admit-elle humblement. Tu es d'une toute autre nature que lui. Je m'efforce désespérément de l'être. Il apposa sa signature tremblante sur le document scellant l'accord de blocage définitif des actions en milieu d'après-midi. La stratégie machiavélique de l'ignoble Lefebvre était purement et simplement réduite en cendres. Au moment exact où le siège du tabloïd financier réceptionna l'imposant dossier de réfutation de l'équipe de défenseurs mandatée par Nicolas, un document titanesque composé d'une montagne de preuves accablantes et scrupuleusement documentées par des experts, le château de mensonges s'effondrait. Déjà lamentablement. En fin de journée, le misérable organe de presse se voyait contraint de publier un rectificatif embarrassant. Le lendemain, à la première heure, 3 organes de presse concurrents extrêmement puissants faisaient paraître l'histoire véritable et scandaleuse sur leurs immenses plateformes.
La chronique pathétique d'une tentative avortée de destruction ciblée visant une entité d'investissement dont l'intégrité était inattaquable, perpétrée par le biais d'un recueil abject de calomnies périmées et démontées depuis fort longtemps. Étienne Lefebvre, terrassé par l'humiliation publique de cette cuisante défaite, jugea plus prudent de ne faire aucune apparition ni aucune déclaration officielle face aux meutes de journalistes avides de scandale. Il n'y était d'ailleurs nullement obligé. Son silence de mort constituait, en lui-même, l'aveu le plus spectaculaire de sa culpabilité et de son anéantissement total. Chloé regagna le havre de paix de sa maison de campagne à la nuit tombée. Nicolas se trouvait déjà dans la chaleureuse cuisine jaune. L'éclairage baignait la petite pièce d'une lueur réconfortante et intimiste, et l'air était saturé d'un fumet divin, annonciateur d'un plat savoureux, riche en herbes aromatiques et en éclats d'ail, doucement confits dans les entrailles du four. La petite Lily était penchée sur la table, farouchement concentrée sur ses devoirs scolaires, et s'employait à justifier avec passion, en s'adressant exclusivement à un simple crayon à papier, les raisons pour lesquelles le calmar géant des abysses constituait, de manière indéniable, une espèce animale tragiquement sous-évaluée par la communauté scientifique. Chloé s'immobilisa dans l'embrasure de la porte pendant un instant magique, invisible aux yeux de sa famille, savourant la perfection de cet instant suspendu dans le temps. C'est cela l'authenticité pure, se dit-elle intérieurement avec une émotion poignante. Voici exactement à quoi ressemble le reflet véritable de l'essence même de la vie. Lily releva soudainement son petit visage. Te voilà enfin de retour. Je suis bel et bien de retour. Est-ce que tu as remporté la bataille? Chloé laissa son regard glisser vers Nicolas, qui l'observait silencieusement depuis l'autre côté de la cuisine avec une intensité émotionnelle inédite. Son expression était incroyablement douce, totalement dépourvue de défense, pareille à l'attitude d'un homme épuisé qui aurait consacré des années de lutte acharnée à barricader une lourde porte pour repousser les démons extérieurs, et qui aurait finalement trouvé le courage insensé de la laisser s'entr'ouvrir lentement. En effet, répondit doucement Chloé, la gorge nouée. La victoire est à nous. Au fil de l'évolution des saisons, la modeste maison de campagne avait conservé l'intégralité de son charme bucolique. La façade arborait toujours sa pittoresque porte peinte en verre. Les fameux carillons marins continuaient d'exécuter leur danse mélancolique au gré de l'air salin transporté par le vent marin à travers les fenêtres grandes ouvertes, un phénomène devenu la norme agréable de leur quotidien. Le grotesque aimant en forme de homard remplissait toujours son devoir sacré de maintenir prisonniers les chefs-d'œuvre picturaux de Lily sur l'émail blanc du réfrigérateur, bien que la collection se fût enrichie de nouvelles pièces magistrales. Parmi elles, une œuvre captivait particulièrement l'attention, elle représentait, avec une poésie enfantine bouleversante, un trio d'individus se tenant par la main au bord d'un fascinant bassin d'eau de mer naturelle. Deux adultes protecteurs et un enfant radieux observant un gigantesque crustacé tapi au fond de l'eau claire. Chloé avait pris la décision radicale de transférer l'intégralité de son environnement de travail au sein du cocon familial. Non pas les prestigieux locaux de la direction du groupe Moreau, bien qu'elle eût fini par accepter, après d'infinies hésitations et pour honorer son devoir de loyauté, d'occuper une fonction formelle et dirigeante au sein de la nouvelle architecture administrative de l'entreprise familiale, mais l'espace dévolu à son activité de conseil privé. De toute façon, l'humble bureau aménagé dans la maison bénéficiait d'une vue inestimable par la fenêtre. Et par-dessus le marché, Nicolas avait construit de ses propres mains une magnifique bibliothèque en chêne brut qui courait tout le long du mur orienté plein sud. Il avait consacré la totalité de ses jours de repos pour achever cette œuvre, prenant des mesures avec une précision maniaque, lissant le bois avec amour, sans jamais formuler la moindre remarque suggérant qu'il s'agissait là d'une installation prévue pour l'éternité. De son côté, elle avait répondu par le même mutisme. L'âme humaine est parfois ainsi faite que certaines réalités grandioses n'ont absolument nul besoin d'être profanées par la crudité du langage articulé. Le grand navire du groupe Moreau avait retrouvé une stabilité à toute épreuve. Jean Moreau avait fini par se retirer de la vie active avec une grâce inespérée, ou, pour être tout à fait exact, avec autant d'élégance qu'il était capable d'en manifester, et avait transmis le sceptre du pouvoir quotidien à Chloé. Appuyée par un conseil d'administration fraîchement renouvelé et assaini, Chloé avait imposé sa volonté de faire en exigeant une restructuration profonde et immédiate des fondations de bienfaisance.
Son père avait rugi son mécontentement. Elle l'avait royalement ignoré. Marie Moreau avait fait livrer un bouquet de fleurs d'une extravagance écœurante lorsque le portrait de Chloé avait orné la une d'un célèbre magazine économique. En retour, Chloé lui avait fait parvenir une lettre de remerciement glaciale et d'une politesse clinique. Quant à son oncle Philippe, elle avait systématiquement refusé de lui adresser la moindre parole de vive voix. La cicatrice de cette trahison suppurait encore. L'abcès mettrait un temps infini à se résorber. Mais Chloé s'efforçait quotidiennement de faire la paix avec cette réalité douloureuse. Nicolas n'avait à aucun moment manifesté le désir de ressusciter publiquement. Par la voix de son bataillon d'avocats, il s'était contenté de publier une unique et lapidaire déclaration à l'issue de la débâcle de la tentative de putsch menée par Lefebvre. Un communiqué laconique dans lequel il officialisait la révélation de sa véritable identité ainsi que la permanence inébranlable de son mandat à la tête de la machine Holdings du Bois Capital. L'annonce était hermétiquement muette sur les aspects intimes de sa propre vie. La moindre parcelle de ce texte avait été calibrée de manière microscopique pour ne livrer à la meute médiatique que la stricte quantité d'informations indispensables pour clôturer définitivement le dossier brûlant. Il s'entêtait avec une joie non dissimulée à endosser son bleu de travail dans son modeste garage de façon régulière. Il avait sincèrement tenté de mettre un terme à cette activité manuelle, mais s'était vite rendu compte de l'horreur du manque. Il était viscéralement accro au sentiment de profonde satisfaction, pure et sans fard, que procure la métamorphose d'une épave mécanique défaillante en un engin parfaitement fonctionnel, le soulagement d'apporter une solution tangible et réelle à une problématique concrète. Il était arrivé un jour à Chloé de modifier délibérément son trajet en voiture pour passer devant la devanture de l'atelier, alors qu'elle se rendait à une conférence décisive. Par-delà les gigantesques portes métalliques grandes ouvertes, elle avait admiré la silhouette de son mari incliné au-dessus de l'abîme graisseux d'un bloc moteur béant, engoncé dans sa salopette tachée, discutant avec passion avec une cliente. Une jeune femme aux traits déformés par l'angoisse dont le vieux véhicule cabossé venait de rendre l'âme au moment le plus inopportun de son existence. Elle avait observé son époux écouter avec une empathie majestueuse la description chaotique des bruits suspects émis par la mécanique moribonde, hochant doucement la tête pour rassurer la conductrice en détresse. Avant de formuler une parole rassurante qui avait eu pour effet immédiat de relâcher spectaculairement la tension accumulée dans les épaules de la malheureuse cliente. Chloé était restée clouée sur le siège de sa voiture, hypnotisée par le feu rouge, envahie par une vague d'amour et de tendresse d'une acuité et d'une douceur si dévastatrices qu'elle n'avait même pas essayé de poser un mot sur l'incendie de son cœur. C'était lors d'un beau jour d'été, sous un ciel radieux, qu'elle décida de se jeter à l'eau. Lily était partie en excursion à la plage avec des bassins de marée en compagnie de la famille des voisins. C'était sa première expédition loin du nid sans la protection d'un tuteur légal, un privilège qu'elle avait ardemment négocié avec la détermination féroce et implacable d'une enfant ayant hérité du redoutable génie tactique de son père. Nicolas avait fini par capituler. De son côté, Chloé, terrifiée, avait imposé à la fillette la récitation intégrale du code de sécurité à 2 reprises consécutives. Il se trouvait sur le porche. Le soleil déclinait doucement. L'atmosphère vespérale vibrait de cette qualité unique, envoûtante et presque mélancolique, propre aux fins de journées estivales qui semblent regretter de devoir céder leur place aux ténèbres, s'éternisant dans un feu d'artifice de couleur chaude. Chloé tentait de se concentrer sur son livre. Nicolas, quant à lui, excellait dans l'art complexe de l'inaction totale, une capacité prodigieuse qu'elle avait fini par identifier comme son talent le plus pur et le plus précieux. Son don magique pour demeurer physiquement immobile, sans que cette inertie ne se transforme en un vide existentiel angoissant. Elle referma son roman avec délicatesse. Mes réflexions m'ont mené à une conclusion troublante, commença-t-elle, d'une voix presque inaudible. Je vous écoute. Je parle de mes propres désirs, de l'élan de mon âme. Et non pas de l'intérêt supérieur du conglomérat, ni des convenances de ma lignée. Uniquement de ce que moi, Chloé, je désire. Il tourna lentement la tête vers elle. Mon désir le plus ardent est de demeurer ici, auprès de vous, déclara-t-elle le cœur battant. Et ce choix n'est nullement dicté par les clauses de notre maudit contrat, ni par la pression implacable des événements passés, mais tout simplement parce que c'est la seule chose qui compte. Le silence de Nicolas fut absolu.
Je souhaite ardemment construire mon nid dans cette modeste demeure, insista T.L., les larmes aux yeux. Avec la petite Lily. Elle baissa les yeux vers ses doigts entrelacés. Et à tes côtés. Chloé, murmura-t-il avec douceur. Je suis parfaitement consciente de la nature infiniment complexe de notre situation. Je sais qu'il est intellectuellement impossible de séparer, avec la précision d'un scalpel, ce qui nous fut violemment imposé par la force des choses de ce qui a fini par s'épanouir de manière miraculeuse. Mais ma conviction intime. Elle buta sur les mots, reprit son souffle. Ma conviction intime est que les sentiments qui sont nés dans cette épreuve possèdent une réalité infiniment supérieure au cauchemar originel de notre rencontre contrainte. Et je suis intimement persuadée que cette vérité s'applique à nos deux âmes blessées. Il la couva d'un regard prolongé et d'une infinie tendresse. Ton intuition est la vérité absolue, répondit-il d'une voix rauque. Dans ce cas, je te propose de bâtir un véritable avenir, s'enflamma T.L. D'une honnêteté totale. Sans les chaînes et les prisons intellectuelles forgées par la lâcheté des autres. Il combla l'infime distance qui séparait leurs deux fauteuils en tendant le bras pour capturer sa main frêle. Sans le moindre excès de théâtralité, épargnant à ce moment sacré la vulgarité d'une mise en scène grandiloquente exigeant des spectateurs, ce fut un geste empreint de pudeur et d'une force tranquille. La paume de sa main, chaude, protectrice et sillonnée par les callosités du travailleur manuel, se referma sur ses doigts avec une fermeté inébranlable. Elle contempla la fusion de leurs deux mains. Elle leva les yeux vers les siens. D'accord, acquiesça-t-il simplement, l'univers contenu dans un seul mot. Lily revint au bercail le soir, la peau dorée par le soleil et brûlée de coups de soleil, rayonnante de bonheur. Serrant triomphalement contre son petit cœur un bocal en verre emprisonnant un malheureux Bernard l'ermite dont la capture lui avait pourtant été formellement et explicitement prohibée par les consignes maternelles. Elle avait royalement outrepassé l'interdit. Et elle avait préparé une ligne de défense d'une complexité juridique implacable, arguant du fait que le crustacé présentait tous les symptômes cliniques d'une blessure nécessitant une surveillance médicale rapprochée au domicile familial. Nicolas dévisagea le prisonnier à pince pendant un moment de silence pesant. Nous aurons ultérieurement une discussion très sérieuse concernant le respect des règles établies, déclara-t-il d'un ton sévère. Mais pour cette unique fois, la sentence est ajournée. Lily irradiait de joie. Elle déposa le précieux bocal avec une douceur infinie sur la table de la cuisine jaune, puis braqua sur Chloé son regard d'enfant, d'une droiture et d'une intensité désarmante, cette même arme redoutable qu'elle utilisait souvent par surprise. « Alors, est-ce que tu as décidé de rester habiter ici pour toujours ?» demanda-t-elle de but en blanc. Chloé contempla la fillette. Ce petit être exceptionnel, doté d'un sérieux absolu, pourvu d'un cœur immense et généreux, cette même enfant merveilleuse qui, le jour terrifiant de son arrivée dans cette maison de campagne, l'avait dévisagée avec compassion pour lui proposer humblement de visiter son refuge. « Absolument, » répondit Chloé avec la certitude d'une reine. « Je suis ici pour de bon. » Lily pesa le poids de cette promesse. Puis elle hocha la tête de haut en bas avec l'assurance souveraine d'un expert comptable constatant la validation de son propre audit, plutôt qu'avec la stupeur d'une personne apprenant un miracle inattendu. « C'est très bien, » trancha la fillette. « Je l'ai baptisé Copernic. »« Il n'en est absolument pas question, » grogna Nicolas. « Il possède indéniablement la physionomie noble d'un petit Copernic. Ce truc ne ressemble absolument à rien pour l'instant. C'est juste un pauvre Bernard l'ermite. » Chloé partit dans un immense éclat de rire joyeux. Un rire cristallin, franc et libérateur, d'une limpidité incroyable, d'une rondeur merveilleuse, dépourvu de toutes les chaînes artificielles de la bonne éducation mondaine. Un rire de vie authentique, éclatant dans une modeste cuisine peinte en jaune, au milieu des fruits frais, de la vaisselle propre, et d'un bocal abritant un Bernard l'ermite illégalement soustrait à son milieu naturel. Nicolas la fixa alors qu'elle s'esclaffait, le visage illuminé. Il garda le silence, mais elle surprit, au fond de ses pupilles noires, cette lueur immense et silencieuse de bonheur, et elle choisit courageusement de ne pas baisser les yeux, soutenant ce regard brûlant d'amour. Plus tard,
Une fois la petite Lily expédiée dans les bras de Morphée, et après que l'otage Copernic eut été dûment déporté sur les planches du Porsche avec une aération optimale et un ravitaillement en eau fraîche, un protocole strict dont Lily avait dressé la liste des exigences. Chloé s'accouda au rebord de la fenêtre de la cuisine pour contempler le mystère du jardin plongé dans l'obscurité. Nicolas la rejoignit et se posta à ses côtés dans la pénombre amicale. Ils partagèrent un long moment de communion silencieuse. Ce mutisme éloquent qu'ils avaient apprivoisé, ce silence réparateur qui résonnait infiniment plus fort que le plus assourdissant des vacarmes mondains. J'étais absolument terrifiée à l'idée de perdre la totalité de mon existence, murmura-t-elle, la voix pleine de gratitude. L'empire gigantesque de mon clan. Le destin prestigieux et vide de sens qu'on m'avait ordonné d'embrasser sans discuter. J'en ai pleinement conscience. Et au bout du compte, Elle laissa sa phrase en suspens, plongeant son regard dans les ténèbres du jardin touffu. J'ai fini par atterrir précisément ici. Est-ce un sort plus funeste? Elle fit pivoter son visage pour accrocher son regard dans le sien. Non, conclut-elle avec une certitude éclatante. C'est indubitablement la chose la plus prodigieuse qui me soit arrivée de toute ma vie. Le seul problème, c'est que mon ignorance m'empêchait de le réaliser. Il l'admirait, le regard brûlant de passion et de respect infini. À l'extérieur, la caresse du vent nocturne agitait doucement le bois marin et les éclats de verre des carillons, distillant leur musique mélancolique et intime dans les ténèbres estivales. L'homme extraordinaire qui avait volontairement choisi la petitesse du monde par pure grandeur d'âme. La femme brisée qui avait enfin, pour la première fois de sa vie, appris la véritable signification du verbe choisir. L'enfant béni des dieux qui avait, depuis la nuit des temps, su déchiffrer avec son petit cœur que c'était très exactement dans ce modeste refuge que se dissimulaient les vrais miracles de l'existence. Un modeste foyer surmonté d'une porte verte usée par les années. Un bocal en verre posé sur les lattes d'un Porsche. Un Bernard l'ermite baptisé Copernic. Probablement. Chaque parcelle de réalité devenue authentique. Chaque chemin sciemment choisi. Absolument tout. Enfin,